Bonjour à tous, c'est Vincent Cespedes. Nous allons pendant 1 heure et demie être ensemble en live et philosopher sur la vie et la musique, les liens qu'elles entretiennent l'une avec l'autre. Et je vais esquisser avec vous une véritable philosophie de la musique et une, je dirais, approche musicale et artistique de l'existence. On va parler d'art, de musique, de philosophie. On va aussi parler de notre rapport au monde. Ce que vous entendez actuellement, c'est une de mes musiques que j'ai composées récemment, car je suis aussi compositeur. Je compose abondamment pour des orchestres classiques, philharmoniques, pour des jeux vidéo, c'est le cas pour cette musique, pour des chansons. Voilà, donc je vais vous parler à la fois de mon travail de compositeur et de mon travail de philosophe. Voilà, donc dans les minutes qui viennent, nous allons partager abondamment cette vidéo dans les 4 minutes qui viennent. C'est ce que je vais faire, c'est pour ça que je vous embarque jusqu'à mon ordinateur et je vous encourage à faire de même, chacun de son côté. N'hésitez pas à vous connecter sur votre ordinateur portable et à partager. Je vous montre. Très facile. On va sur la vidéo, bien sûr. Ne bougez pas. On aura toujours 5 minutes, donc ceux qui voient le replay, vous pouvez d'ores et déjà, aller à, on va dire, 7 minutes. J'ai l'impression que je vais être un peu plus lent. Voilà, vous entendez ma musique. Je vous la mets en attendant qu'on partage tous abondamment. Voilà, on est en phase de partage, mes amis. Vous nous rejoignez, vous êtes déjà 20. On va augmenter ce petit score. Et donc, on est dans la phase de partage traditionnelle. Voilà, on partage sur nos groupes, on partage sur nos pages, on partage un peu partout. Et je vois ceux qui partagent, donc. Alors, pensez au groupe. On commence dans quelques minutes. Ah, c'est bien, il y en a qui partagent. Et donc ceux qui nous rejoignent, il s'agit de ma musique que vous entendez. Musique pour un jeu vidéo. Ça vous plaît? Faut imaginer les bruitages, hein. Merci Patrick. La conférence commence dans quelques minutes, on est en phase de partage. Il faut imaginer les bruitages. La musique d'un jeu vidéo, c'est compliqué parce qu'il y a des interactions avec le joueur. Et donc, tiens, c'est une référence aux jeux vidéo des années 90, même 80. Ça, j'aime bien cet effet. Pas celui-là, mais celui qui vient. Donc, on partage, mes amis. La conférence commence dans quelques minutes.
Là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Là, on a perdu, c'est game over. Là. Voilà, un dernier partage et on commence cette conférence. On est peu nombreux, mais si vous partagez encore, on va être rejoints. Et c'est bien d'être un peu plus nombreux. Bim. Donc, la conférence commence dans quelques minutes. Là, je demande à tous ceux qui sont présents de partager. C'est toujours comme ça. Bim. J'ai encore quelques petits partages à faire. Rien du tout. Hop. Et voilà, j'ai un dernier et on est bon. Bon, c'est bien, je sais qu'il y en a qui ont de l'humour. Ça fait plaisir. Alors, positionnons-nous ici. Voilà, donc on va entrer dans un cycle de conférences sur qui s'appelle Philharmonie, sur les relations intimes qu'entretiennent la musique et l'art. Voilà, on peut commencer. Je compte sur vous pour faire des partages réguliers, voilà, si ça vous plaît. Envoyez cette vidéo directement en message à vos amis. Facebook offre cette possibilité-là, voilà, pour leur dire qu'il y a quelque chose en live. Donc voilà comment ça va se passer. Pendant environ 50 minutes, je vais développer la conférence que j'ai préparée spécialement pour vous ce soir, une conférence unique. Et puis la dernière demi-heure, on va en profiter pour partager ensemble. On aura des interactions. Donc quand j'ai fini ma conférence, vous pourrez poser vos questions, ce qui n'empêche pas que vous puissiez discuter entre vous, émettre vos avis, parce que ça fait un peu agora. Donc bien sûr, discuter entre vous, mais je vais me concentrer sur ce que j'ai à vous transmettre pendant 50 minutes, cette conférence que j'ai préparée pour vous. Voilà, au cours de cette conférence, qui est donc une conférence parmi un cycle de conférences, comment dire, bonsoir, comment dire, on va parcourir un monde qui nous est cher. Et vous entendez peut-être le réveil, là, ça vous dérange peut-être. Un monde qui nous est cher, c'est le monde de la musique, qui est un monde que l'on dit à la fois en crise, parce que l'industrie de la musique est en crise depuis pas mal de temps, et un monde à la fois dont on se délecte, puisque la musique n'a jamais été autant consommée qu'aujourd'hui. Le son est lointain, je pense que c'est sur ton smartphone, ça y a. Est-ce que les autres peuvent nous dire s'ils entendent bien ou pas? Normalement, le son est parfait. Voilà, donc vois les connexions de ton smartphone, mets un casque, augmente le volume, c'est le cas de le dire pour la musique. Alors voilà, je commencerai par une réflexion assez générale sur la profonde connivence qu'entretiennent réciproquement la vie et la musique. La vie est tellement difficile à définir. Tellement difficile à définir parce que on a l'impression que lorsqu'on qualifie une personne de vivante, que lorsqu'on dit qu'il est plein de vie, qu'elle déborde de vie, on parle d'une quantité d'énergie communicative, on parle de quelque chose de l'ordre d'une sorte d'intériorité incandescente, capable de s'extérioriser. On parle aussi, dans le bon vivant, de celui qui est capable d'intérioriser le monde. Et c'est dans ce va-et-vient entre l'intériorité et l'extériorité, c'est dans ce va-et-vient entre l'énergie qui déborde de moi et l'énergie que j'absorbe du monde, que peut se situer un parallèle, et je dirais même plus qu'un parallèle, une connivence, une complicité entre la musique et la philosophie. Dans ce premier numéro de Philharmonie, réflexion sur la vie, la musique et la philosophie, j'aimerais
donner un titre à cette conférence et je vais l'appeler, ce titre, Vers la lumière. Je veux démontrer et discuter avec vous du lien de la musique et de ce mouvement qu'on a tous dans nos existences de se diriger vers la lumière. Cette sorte de complexe de tournesol qui fait que on cherche toujours à sortir de nos douleurs, de nos méandres, parfois de l'esclavage, parfois de la stigmatisation, en utilisant la musique pour nous reconnecter à une vie plus ample, plus vivante, plus intense. Il y a une belle phrase d'une auteure que j'aime beaucoup, une philosophe espagnole, qui s'est réfugiée d'ailleurs à Cuba pendant le franquisme, Maria Zambrano. Et Maria Zambrano dit une phrase très belle dans ses apophthegmes. Elle dit « Il faut être mu par la lumière ». J'aime beaucoup cette phrase, elle est simplissime. Il faut, donc c'est un devoir moral, un devoir vital, un devoir existentiel. Il faut être mu par la lumière. Être mu, on est dans le mouvement. Et la musique comme la vie ne sont que mouvement. Et mu par la lumière, c'est à la fois être dirigé par elle et à la fois tendre vers elle. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se tient dans la musique et la philosophie. Vous connaissez peut-être cette expression espagnole, une fille qui n'est pas contente de la relation qu'elle a avec son amoureux, elle peut dire « no me luce ». No me luce, il ne m'illumine pas, il ne me fait pas briller, il ne me donne pas la lumière que j'ai en moi, il ne révèle pas ma lumière. J'aime beaucoup cette expression également, qui montre que ce qui compte dans les relations humaines, c'est une augmentation de la luminosité de l'existence. Et je pense que cette augmentation-là a totalement partie liée avec l'art. Pas n'importe quel art. Pas un art de décoration, pas un art d'accommodement, même pas un art de consommation ou d'accompagnement de la vie, du sport, du jogging. Mais un art quasiment sacré. Un art quasiment sacré, non pas au sens où il serait religieux, non pas au sens où il ferait partie d'une liturgie précise, mais un art sacré parce que un art qui nous réveille, qui nous allume le feu sacré qui est en nous. Et donc, musique plus vie égale cette forme d'ambition-passion, d'intensifier son existence, cette connexion avec le feu sacré, cette façon d'attiser ce feu sacré. Et voilà pourquoi j'intitule cette introduction à Philharmonie « Être mu vers la lumière ». Alors, j'avais fait dans une chronique à la télévision, le Follin Hebdo, pour ceux qui suivaient, c'est une émission à la fois de débat et puis d'actualité sur France O. C'était donc toute l'année dernière avec Sébastien Follin comme animateur. On était plusieurs chroniqueurs, j'étais le philosophe, il y avait un historien, etc. Et à un moment, on parle de la musique et de l'industrie musicale. Et j'ai dit cette phrase, je devais avoir ma minute de conclusion, j'ai dit une phrase qui a fait éclater de rire tout le plateau. Je ne m'y attendais pas. Moi, je l'ai dit avec provocation et humour, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait carrément des fous rires. J'ai commencé ma conclusion en disant, la musique ne peut pas mourir. La musique ne peut pas mourir. Le son est faible. Ah là là, c'est dommage. Donc tu es le deuxième à dire ça. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'on peut approcher les choses? C'est pas normal. Je vais le débrancher. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça ou pas? Dites-moi si ça va mieux comme ça. Son faible, d'accord. Wow, je fais tomber du vin. Le son est faible. Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que c'est bon comme ça ou pas? J'ai changé un peu le... Voilà, répondez-moi, dites-moi. C'est quand même embêtant si vous n'avez pas un bon son. Voilà, j'ai changé 2-3 trucs. Oui, ça va mieux. D'accord, bah, je reste débranché. Il n'y a pas de problème. Merci, Aude. Alors, donc j'avais dit cette phrase, la musique ne peut pas mourir. Pour moi, c'était une phrase très profonde qui effectivement pouvait paraître comme une phrase un peu débile. Super, merci Patrick. Une phrase un peu débile, la musique cannot die. Donc, qu'est-ce qui faisait rire là-dedans? Est-ce que c'était l'absurdité de cette phrase? Est-ce qu'elle est absurde cette phrase?
En fait, elle est très profonde cette phrase pour moi. Elle est quasiment métaphysique. Quand je dis la musique ne peut pas mourir, c'est-à-dire que la musique est est la vie elle-même. La musique est la vie elle-même. La musique est l'univers lui-même. En fait, ce à quoi je vais essayer de vous introduire, c'est à une vision presque de l'existence comme musicale, de part en part. Ce que j'appelle philharmonie. Se positionner en harmonie avec l'existence et en amateur de musique, en amoureux de la musique. Alors, bien sûr, de la musique et de l'art, hein, je prends la musique comme l'art générique pour moi. Évidemment, en fait, j'ai un peu de mal à coordonner mes pensées, mais j'espère que vous suivez. Pour moi, la musique, c'est l'art. Pour moi, il n'y a pas d'art qui ne soit pas musical. Voilà. Le sculpteur fait de la musique. Les arts vivants, c'est musical. Le théâtre est musical. La langue française est musicale. La langue est musicale. L'écriture est musicale. Il s'agit de composer avec des éléments, certains rythmes, certaines mélodies, certaines harmonies, vous savez, les accords, cette succession d'humeurs, d'ambiances, de couleurs qui se succèdent, certains timbres. À chaque fois, nous avons cette quadruple alliance des timbres, du rythme, de la mélodie et de l'harmonie, que ce soit l'harmonie d'une forme lorsqu'elle est peinte, ou que ce soit le rythme d'une phrase lorsqu'elle est écrite, il s'agit toujours de musicalité. Et pour moi, la musique est vraiment l'art majeur, parce que c'est même pas de l'art, c'est la connexion directe à la vie. Et cette vie est menacée de toutes parts. Et je pense que des individus qui seraient coupés de la musique, et alors on va voir de quoi je parle, il ne s'agit pas d'être tout le temps avec des écouteurs dans les oreilles, c'est pas du tout de ça dont je veux parler. Mais des individus qui auraient mis une sorte de mur entre leur musicalité intérieure, la musicalité du monde, et qui ne chercheraient pas à créer une harmonie entre la musicalité qu'ils ont en eux, la musicalité du monde, et tout ça, ça s'interpénètre, tout ça se mélange, tout ça se rythme, tout ça se superpose. Et ceux qui veulent arrêter la musique en eux, ou freiner, ou contrôler la musique du monde, ne sont profondément pas artistes. On ne peut pas être artiste si on n'est pas musicien. Voilà. Encore une phrase qui aurait peut-être fait rire dans un débat télé où il faut conclure très rapidement et où on est assez coquin pour se lancer des vannes très vite. Mais la musique ne peut pas mourir parce que la musique, c'est la vie elle-même. Voilà. Et même les musiques morbides, elles sont gorgées de vie. Il est impossible de rendre l'effet de la mort par la musique. Dès que la musique est là, dès qu'on est en présence de cette expérience précise d'une vibration de l'espace qui résonne avec notre monde intérieur, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, on est dans la vie. On est dans la vie. Je vais même au-delà de la musicothérapie. Pour moi, l'expression même de musicothérapie ne veut strictement rien dire. C'est un pléonasme. La musique peut bien sûr guérir la vie, mais la musique, c'est la vie elle-même, vous comprenez? C'est une vision spirituelle et laïque à laquelle j'aimerais vous introduire et que j'aimerais forger avec vous après dans notre échange de questions et de réponses dans la dernière demi-heure de cette conférence. Alors, commençons très simplement avec cette mise en garde d'un philosophe chinois, Sun Tzu, Xun Zi, pour ceux qui lisent Pinyin. Donc Sun Tzu, qui est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, je crois, et qui explique une chose intéressante. Il montre que la musique est tellement puissante pour gouverner les êtres humains, le cœur des êtres humains, que évidemment les princes et les rois l'ont placé du côté de la culture. Il y a, dès qu'on parle de musique, la nécessité d'une éducation. Alors, il ne s'agit pas d'une éducation pour apprendre un instrument. Bien sûr, il y a cette dimension-là. Il ne s'agit pas d'une éducation au sens d'apprendre l'écoute, mais il s'agit vraiment de mettre la musique du côté de ce qui doit être guidé, orienté, de ce qui doit être encadré, parce qu'elle est très dangereuse. La musique nous dit donc Sun Tzu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, je vous le lis, parce que la musique, dit-il, subjugue l'âme humaine. Elle a une puissance d'hypnose absolument irrésistible.
Et donc, si on la laisse dans les mains des marchands, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, on va le voir, évidemment, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ce que dit Sun Tzu, c'est qu'il faut réserver la musique non pas aux marchands, mais aux artistes. C'est-à-dire que la musique soit le fait des hommes et des femmes de culture, qui ont un rapport artistique avec la vie. Je le cite, la musique, dit-il, Sun Tzu, la musique est joie, expression incontournable du sentiment humain. Les sons et la musique pénètrent profondément l'homme et l'influencent rapidement. Pénètrent, regardez, hein, je parlais d'intériorité et d'extériorité. Les sons, hein, et la musique pénètrent profondément l'homme et l'influencent rapidement. C'est pourquoi les anciens rois ont particulièrement veillé à ce qu'ils fassent partie de la culture, les sons et la musique. Ça doit appartenir au monde culturel, au monde artistique. Et évidemment, le problème aujourd'hui, c'est que la musique se vend et que de plus en plus, des grandes majors font perdre l'indépendance de la musique. La musique est indépendante quand elle est le fait des artistes, avec la vie d'artiste. Dès que la musique devient le fait des marchands, nous avons beaucoup de problèmes qui sont très très bien résumés dans ce livre-là, que je vous recommande, sur le côté guerrier que doivent avoir les musiciens pour survivre dans un monde capitaliste. La musique assiégée, d'une industrie en crise à la musique équitable, de Charlotte Dudignac et François Mauger, édition L'Échappée, voilà, ça vient de sortir. C'est un très beau livre, je vous lis la 4e de couverture. Hein, la musique des disques, d'accord. En détaillant les conditions actuelles des productions de diffusion, ce livre montre comment une poignée de multinationales a fait main basse sur le secteur, tandis que les supermarchés culturels étouffaient les points de vente indépendants. L'industrie musicale est-elle inéquitable par définition? Les musiciens sont-ils condamnés à être manipulés par un système financier qui les dépasse? En s'appuyant sur les pratiques et les idées du commerce équitable, les auteurs donnent des pistes qui dessinent un avenir plus juste pour la musique. Voilà, c'est assez intéressant, on est vraiment dans le business de la musique, mais ça en dit long sur notre rapport politique à la musique. Parce que dites-vous bien que pourquoi les multinationales s'intéressent à la musique? Bien sûr, il y a de l'argent à se faire, comme dans le cinéma et comme beaucoup d'autres formes, jusque dans le vivant, le brevetage du vivant. Mais surtout, contrôler la musique, c'est, comme le disait Sun Tzu, contrôler les cœurs, contrôler les êtres humains. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que je prendrai les questions-réponses à la fin. Vous pouvez bien sûr discuter, mais c'est à la dernière demi-heure de cette intervention que je prendrai les questions-réponses. Donc gardez-les bien de côté pour me les faire défiler ensuite. Alors, ce danger des multinationales et ce danger d'une commercialisation de cette chose qu'il nous reste à définir, de la musique, a été très bien mis en valeur par un philosophe important, membre du cercle de l'école de Francfort, Théodore Adorno. Et Théodore Adorno, dans un livre dont le titre est déjà programmatique, le titre de son livre, de son petit fascicule, c'est Le caractère fétiche dans la musique de la régression et la régression de l'écoute. Hein, le caractère fétiche dans la musique actuelle et la régression de l'écoute. Adorno, que je vais vous lire pour camper, c'est une forme d'introduction, hein, ce que je suis en train de faire là, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Adorno n'y va pas de main morte. Voilà, la marchandisation, finalement, fait qu'on écoute la musique de façon hyper décousue, et en fait, ça fait régresser l'être humain. Et il met un lien entre cette musique bon marché qu'on nous vend, et on va voir ce que ça veut dire une musique bon marché. J'ai commencé ce live en vous faisant écouter une musique assez moderne, hein, pour un jeu vidéo, voilà. Donc je vais vous montrer d'autres musiques, mais il va falloir bien qu'on comprenne en quoi on peut distinguer entre une musique qui nourrit l'âme et une musique qui standardise l'âme. Voilà. Alors voilà ce qu'il écrit, Adorno, un extrait. Le rôle que joue la musique de masse actuelle, en contribuant, on est dans le XXe siècle, hein, deuxième partie, je pense, du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Le rôle que joue la musique de masse actuelle en contribuant à faire le ménage dans la tête des victimes. La musique actuelle
fait le ménage dans la tête de ses victimes, est lui aussi régressif. Il s'agit de régression. Et ça, vous allez voir qu'il y a plein de philosophes qui pensent ça de la musique actuelle. La musique qu'on entend finalement un peu partout, hein, quand vous prenez le taxi, la musique des radios de masse, c'est la musique de masse. Vous allez voir qu'il y a vraiment les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme, ce ne sont pas tellement les musiciens eux-mêmes, qui ont toujours... les musiciens sont des artistes, c'est les compositeurs. Et donc ils ont toujours un intérêt, même dans la musique commerciale. C'est-à-dire que j'ai croisé beaucoup de compositeurs dans ma vie. Quand une musique, même un peu commerciale et bon marché, a du succès, ils sont toujours intéressés de savoir ce que leurs citoyens écoutent, leur public écoute. Par contre, les philosophes sont peut-être les premiers, certains philosophes, à avoir vraiment violemment dénoncé cette régression de l'écoute dont parle Adorno. Je continue en citant Adorno. On ne détourne pas seulement les masses des choses plus essentielles avec cette musique de masse. On ne détourne pas les masses des choses plus essentielles, on les confirme aussi dans leurs bêtises névrotiques. Et chaque mot compte, hein, chez Adorno, un philosophe qui pèse tous ses mots. Névrotique, c'est névrotique. Et la bêtise, c'est la bêtise. Beaucoup dans le cercle, dans l'école de Francfort, on parlait de la bêtise, Benjamin et d'autres. Donc voilà, on les confirme dans leurs bêtises. Ça, c'est très très important pour comprendre l'autre aspect du danger d'une régression de la musique et d'une industrialisation de la musique. Une musique non pas faite par des artistes, mais faite par des marchands. Ou une musique faite par des artistes qui deviennent des marchands pour survivre. Confirmer les gens dans leurs bêtises. Si on comprend que la philosophie est une tentative, parfois violente, cinglante, ironique, pour nuire à la bêtise, alors on comprend qu'il y a une opposition entre la philosophie et ce combat de Don Quichotte, de combattre non pas des moulins à vent, mais des moulins de vent, de paroles, de bêtises et d'idioties, un combat entre la philosophie et la musique de masse. Et la musique de masse. Parce que si la musique de masse confirme les gens dans leurs bêtises, si les gens qui consomment cette musique sont contents d'être idiots, bornés, enfermés dans leurs préjugés, non questionneurs de l'ailleurs, de la différence, enfermés dans leur certitude, et que cette musique vient juste mettre le couvercle d'une marmite où tout le monde mijote déjà dans son moi, dans son jus, dans ses hôtes, dans ses communautés. Si la musique est une fermeture de l'esprit et une fermeture dans une sorte d'intériorité en plastique où les émotions sont surfaites et où tout est déjà entendu, prémâché d'avance, s'il n'y a pas un élan créateur à l'écoute d'une musique, véritablement, cette musique-là est l'opposé de la philosophie, telle qu'en tout cas je la définis, et que l'école de Francfort, dont je suis un disciple, la définissait. Je continue avec Adorno. Merci pour les likes, ça fait toujours plaisir. La musique, et partagez, n'oubliez pas de partager cette vidéo. La musique de masse, dit-il, et la nouvelle écoute contribuent avec le sport et le cinéma à rendre impossible tout arrachement à l'infantilisation générale des mentalités. Voilà, Adorno. Je vais vous la redire cette phrase. La musique de masse et la nouvelle écoute, cette écoute en boucle, cette écoute où dès qu'on bouge le petit doigt, il faut ce son partout, vous savez, au restaurant, quand on peut même plus parler tellement la musique est forte et qu'aucune discussion ne peut avoir lieu. Hein. La musique de masse et la nouvelle écoute contribuent avec le sport et le cinéma à rendre impossible tout arrachement à l'infantilisation générale des mentalités. On a très envie de souscrire. Quand on voit ce qui se passe, même sur les réseaux sociaux, quand on voit cette infantilisation de masse qui a lieu, où les gens sucent leurs pouces, ont des pulsions d'enfants, et une sorte de... Bonsoir là. Une sorte de mécontentement de consommateurs frustrés de ne pas avoir leurs produits sur le marché, véritablement, quand Adorno dit que la musique de masse contribue à nous enfermer dans cette infantilisation générale, on a vraiment envie d'y souscrire. Et ce qui est terrible, parce que la musique, c'est tout l'inverse, la véritable musique. La musique philosophante, la musique inspirante, la musique d'artiste et non pas de marchand, la musique qui nous connecte au feu sacré de notre intériorité, c'est l'opposé de l'infantilisation. C'est au contraire un principe de maturation de nos profondeurs, de notre allégresse, de notre détresse, de notre révolte, de notre création, de notre vie, de notre liberté.
La véritable musique, c'est un poème absolument incandescent qui nous remet dans l'urgence de vivre et de ne pas gâcher ses journées et ses heures, qui nous remet dans le feu sacré de l'ambition, qui nous remet dans notre corps martial, qui nous remet dans notre présence, parce qu'il ne suffit pas d'être présent, encore faut-il être présent. Il ne suffit pas d'être dans le temps présent, encore faut-il faire acte de présence, présence d'esprit et présence de corps. Et donc, on voit bien que finalement, c'est un véritable sabotage de la vie elle-même. Avant même de breveter le vivant, le marché brevette la vie qui est la substance même de la musique. Et le drame a eu lieu au tournant des années 60, moi je dirais même 80, 90, 80, 2000. Voilà. Toute cette fin de XXe siècle, on a eu ces multinationales qui ont standardisé l'art, c'est-à-dire qu'ils l'ont tué. Un peu comme le fait maison est tué par l'industrialisation, n'en déplaise à la marque Bonne Maman. Il s'agit de produits industriels avec ce qu'on sait, standardisation, tour de main fait par des machines, absence de tremblay de la vie, recettes avec du gras dégueulasse et du sucre et des et des produits chimiques. On sait bien ce que c'est la standardisation et des conservateurs, etc. Voilà, donc on a ce crime de la véritable musique, de la musique authentique, est très grave pour l'avenir de l'intelligence humaine et de la philosophie. Si la musique conforte chacun dans sa bêtise, si la musique de masse nous empêche de nous ouvrir à l'ailleurs, à la différence, au questionnement, à la remise en cause de nos certitudes, alors on a affaire à une ennemie de la philosophie et de l'intelligence humaine. Adorno fait toujours ce genre de décharge philosophique, il faut vraiment le lire. Alors évidemment, quelqu'un va reprendre un peu la suite. Il s'agit d'un philosophe contemporain allemand, Peter Sloterdijk. Et Peter Sloterdijk, qui allemand, et allemand dans l'après-guerre, ça veut dire très au fait de ce qui se passe dans les rêves parties, puisque vous savez bien que l'Allemagne, surtout Berlin est une ville qui ne dort pas de la nuit, qui est une ville festive par histoire de l'après-guerre, où il fallait distraire les soldats jusqu'à l'aube, et une ville qui teste véritablement la techno, ou l'électro, la techno, tous ces noms nouveaux, à un très haut degré. C'est-à-dire que pendant des journées entières, tous les âges dansent sur la piste, véritablement. Et alors, quand un philosophe nourri d'Adorno, un philosophe d'aujourd'hui, sans y être, sans y aller, regarde les rave parties, par exemple, du haut de sa chaire philosophique, ça donne ce genre de phrase. Je cite Peter Sloterdijk. Le public, vous allez voir, c'est de l'Adorno version rave party. Le public actuel de la musique de masse, tiens, il reprend l'expression musique de masse, tente d'aboutir à un sacrifice enthousiaste de soi-même. C'est du suicide, ça veut dire juste ça. C'est suicidaire. Les gens se suicident dans la musique de masse, mais en riant, en jouant, en étant joyeux. Un sacrifice enthousiaste de soi-même, en se précipitant volontairement, il s'agit bien d'un suicide, et à ses risques et périls, le risque de la bêtise, le risque de l'abrutissement, etc., en se précipitant dans le cratère du son. Voilà. C'est un volcan inversé. Il y a le son, il y a les baffes comme ça qui résonnent, et la rave party telle qu'on le voit à la télévision, telle qu'on la vit, c'est tout d'un coup on se précipite vers le cratère du son, pour finalement quoi ? Il exige, ce public, manifestement que le Moloch acoustique, le grand génie, le diable acoustique, l'entraîne vers l'intérieur et une fois dans ses entrailles, le transforme en quelque chose de pré-subjectif, pour ne pas dire de prénatal. C'est presque rentrer dans le ventre de sa mère que d'écouter de la musique, selon lui, cette musique de masse. Quelque chose de pré-subjectif, c'était avant l'apparition du jeu, J-E, avant l'apparition du moi, avant la conscience. C'est-à-dire qu'on devient inconscient de soi-même. C'est vraiment pire qu'Adorno. Adorno disait c'est de l'infantilisation. Pour Peter Sloterdijk, cette musique moderne de masse est quelque chose qui va dissoudre l'identité. On arrive à quelque chose de pré-subjectif, c'est extrêmement fort. Donc, quelque chose de pré-subjectif, rythmé et dépourvu d'oxygène. Magnifique phrase qu'on peut ne pas souscrire. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la vérité. Je
je vous expose un peu l'état des lieux d'une philosophie de la musique d'aujourd'hui. On va essayer évidemment d'aller plus loin que tout ça. Voilà, en guise d'introduction, l'état des lieux. Nous avons des intellectuels mélomanes, mais mélomanes de grande musique, avec des guillemets, hein, parce qu'on ne sait pas trop encore de quoi on parle, qui critiquent violemment l'abêtissement organisé d'une musique de masse qui non seulement nous infantilise, mais nous dissout notre identité et notre intelligence, et tout ça étant orchestré par des multinationales qui empêchent les tentatives nouvelles, qui sortent du moule, les expérimentations audacieuses, en agglomérant dans l'uniformisation la fibre musicale. Alors, évidemment, je vais avec vous, au fur et à mesure de nos conférences Philharmonie, en essayant de construire cette religion de la musique, parce que je crois presque une religion, en tout cas je dirais cet hymne à la vie que je vais essayer de faire avec vous sur la musique. Je rappelle que pour moi, la musique c'est l'art, c'est exactement la même chose. On va quand même revenir à des choses où la musique avait un rôle non pas d'abrutissement et de dissolution de l'individu, mais un rôle au contraire d'extériorisation et un rôle d'aller vers la lumière. Hein, non pas vers le cratère du son pour s'y dissoudre, mais vers la lumière pour se libérer des pesanteurs du réel et de la tristesse profonde, insondable de la vie. Il y a évidemment ça. Alors, cette forme d'art-là, cet art qui consiste non pas à suivre des règles, comme dans l'art classique, à suivre des canons, des règles. Cet art qui ne consiste pas, comme dans l'art moderne, à exprimer une intériorité subjective, celle de l'artiste. Cet art qui ne consiste pas, comme dans l'art contemporain, à remettre en question des règles, des normes, voire même le statut même de l'art, et à décomposer, recomposer par des jeux de critique et de scandale ce qu'est la signification même de l'art. Cet art, au contraire, contrairement à l'art classique, moderne et contemporain, cet quatrième âge de l'art pour lequel je vais militer avec vous et que je vais essayer de forger avec vous. On ne pourra plus dire, après nos conférences, art contemporain. Si on parle de cette quatrième forme de l'art contemporain sera la troisième. Et donc elle restera derrière nous. Nous allons tourner une magnifique page, une page d'une nouvelle ère de l'art. J'appelle ça l'art thumétique. Le mot est compliqué, je vous l'accorde et je vous l'épelle. Et si quelqu'un veut l'écrire, bienvenue. T-H-U-M-E-T-I-Q-U-E, qui vient du grec thumos. Voilà. Est-ce que vous voyez à l'endroit ou est-ce que ça fait un effet miroir? Dites-moi. Je ne sais pas. Voilà, dites-moi si c'est à l'endroit ou si c'est juste un effet miroir. Sinon, vous pouvez l'écrire pour nos amis. L'art thumétique et non pas l'art contemporain. Et nous allons partir dans une enquête sur ce qu'est l'art thumétique et sur les formes d'art pré-thumétiques. Merci Géraldina. Sur les formes d'art pré-thumétiques, parce que bien sûr, il y a des précurseurs à l'avènement de l'art thumétique que je vais décrire pour vous. Miroir, effet miroir. Donc voilà, Géraldina a bien écrit. Le thumos, qu'est-ce que c'est? Platon a une vision de l'âme en trois parties. Il y a trois parties de l'âme. Il y a le nous, le thumos et l'épithumia. Le nous, c'est la tête, c'est-à-dire l'intelligence cognitive, d'accord, la raison. Et pour Platon, c'est vraiment la chose qui est au-dessus et donc la chose la plus importante de l'être humain. Donc Platon valorise énormément le nous. Il y a aussi le thumos, ce qui se situe dans la poitrine et qui est l'impétuosité guerrière, la partie colérique de l'âme, la partie irascible. Vous savez, cette poitrine des vaillants soldats, des combattants, de ceux qui se défient, le côté viril de se mettre la poitrine en avant en disant « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Voilà, c'est dans la poitrine, c'est dans le cœur. Et on sait depuis peu que le cœur a des neurones et que le cœur réfléchit aussi à sa façon, quelque part. Et on sait bien que le cœur n'est pas simplement une pompe à sang, le cœur aussi a sa fonction émotionnelle, ne serait-ce que par ses accélérations ou ses décélérations cardiaques. Et donc, le thumos s'est situé là.
et non pas là. Vous voyez. Et puis il y a une dernière partie de l'âme, c'est l'épitomia, qui est, elle, dans le bas-ventre. Vous ne pouvez pas le voir, mon bas-ventre. Voilà, le bas-ventre. Ce sont les bas instincts, les pulsions. Tout ce qui nous prend aux tripes, vous voyez, le viscéral. Hein, quand vous avez la peur, quand vous avez l'envie sexuelle. Voilà, pour Platon, ça se situe dans le bas-ventre. Et ça, c'est la partie la plus terrible pour Platon. Platon met dans sa morale une claire hiérarchie entre ces trois parties de l'âme. Et le but de la philosophie pour Platon est de faire en sorte que le nous, la raison, la partie intelligente, gouverne les deux autres parties. Eh bien, l'art thumétique s'intéresse moins au nous, contrairement à l'art contemporain, qu'au thumos. Et la thumétique tire son nom de là. Qu'est-ce que la thumétique? On pourrait commencer par dire que l'art thumétique est un art de l'ensauvagement. Ça nous rend sauvages, ou plutôt, ça nous fait redevenir sauvages alors qu'on était trop civilisés. Nous sommes tous civilisés, nous parlons une langue, nous avons des bonnes manières, nous sommes dans un univers plutôt confortable, en tout cas les sociétés occidentales. Et parfois cette civilisation, très centrée dans le nous, la raison instrumentale, la raison qui délibère, le choix, l'entendement, la conscience, oublie cette partie sauvage, cette partie colérique, irascible, cette partie qui peut partir vraiment dans un combat homérique contre des puissances qui nous dépassent. Cet impossible qui devient possible, il n'existe que par le thumos et non pas par le nous. L'art thumétique est un art de l'ensauvagement maîtrisé. Et tout le paradoxe est dans cette formule. Ensauvagement parce que je redeviens sauvage. C'est pas la sauvagerie, je suis civilisé, mais je m'ensauvage au contact de l'art thumétique. Et maîtrisé parce que cet ensauvagement est je dirais, une alternance, une respiration entre des moments de transe, d'extase, et des moments de contrôle nécessaires. Des moments où le monde peut être menaçant, où l'œuvre d'art peut être menaçante, et je regagne mon contrôle. Le public, devant l'art thumétique, que ce soit en musique, en peinture, dans le cinéma, dans la gastronomie, le public alterne entre des moments d'extase, de transe, d'oubli du jeu dont parlait Sloterdijk, de présubjectivisation, hein, mais pas du tout d'abêtissement, et je dirais pas du tout d'infantilisation, comme le disait Adorno. Et puis des moments où je reprends possession et je recontrôle les choses, mais alors un contrôle extraordinaire. La meilleure métaphore pour ça, c'est l'art martial, qui est un mixte de contrôle extrême, ou le moindre geste, et de lâcher-prise extrême, la transe de celui qui pratique l'art martial. Et l'art martial va évidemment bien avec l'idée d'un art thumétique, d'un art du thumos, c'est-à-dire un art de l'ensauvagement maîtrisé. Qu'est-ce que l'art martial si ce n'est l'art de l'ensauvagement maîtrisé? Dans le combat, je redeviens sauvage. Les répétitions des gestes font que j'ai acquis des réflexes, des habitudes, et que je réfléchis je dirais, comme par instinct, et puis à la fois maîtrisé, car je fais preuve d'une immense maîtrise. Et donc, la meilleure métaphore pour comprendre ce qu'est la thumétique, je dis bien métaphore, c'est l'art martial. Et donc, je propose à l'analyse esthétique, c'est-à-dire la philosophie de l'art, la naissance d'une troisième période qui n'est pas née avec moi, je vous le rassure, hein, bien sûr, même si je vais œuvrer, en tout cas dans la voie thumétique. Il y a évidemment toute une communauté d'artistes thumétiques qui s'ignorent parce qu'ils n'avaient pas le mot. Alors ils se disent contemporains, mais ils ne sont pas contemporains. Ils ne sont pas contemporains parce que l'art contemporain est un art des limites de l'art, est un art du scandale, de la transgression d'une limite ou d'une norme, est un art qui se norme et s'autonorme. Dans l'art contemporain, il s'agit de transgresser, pour transgresser souvent. Alors que dans l'art thumétique, la transgression n'a de valeur que si elle permet un ensauvagement du public. La grande différence avec l'art contemporain, c'est que l'art contemporain produit un élargissement des normes, une critique des normes, une recomposition de choses qui existaient déjà, le ready-made par exemple. On prend des objets, on les colle, on les assemble différemment, ça donne une autre forme d'art. Et donc on est dans la production dans l'art contemporain. On produit du sens, on produit. Pour ceux qui nous rejoignent, je ferai des questions-réponses
dans la dernière demi-heure de cette intervention, mais vous pouvez bien sûr discuter entre vous. Donc dans l'art contemporain, on est dans la production. L'œuvre d'art est le fruit d'un travail sur les normes et sur, je dirais, la légitimité de l'art ou non ou pas, et c'est une discussion sans fin. La différence entre le tableau vierge et le tableau vierge sur un mur dans un musée, c'est Arthur C. Danto, vous connaissez peut-être cet esthéticien, un philosophe contemporain, Arthur C. Danto, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, magnifique esthéticien. Lui, il expliquait la différence. Il appelait ça l'intentionnalité. Le mot anglais, c'est aboutness. Il appelait ça l'aboutness. C'est un joli mot. About, ça veut dire je parle à propos de. Eh bien, l'aboutness, c'est l'aproposité. En français, ça ne marche pas. Et donc, Danto explique que la différence entre une toile vierge dans l'atelier d'un peintre, non encore peinte, et puis une toile vierge, le même matériel exactement, une toile vierge mais que je mets au mur en disant ça c'est une œuvre d'art, que je déclare comme œuvre d'art, eh bien c'est que l'intention est différente. La toile vierge dans l'atelier du peintre, il n'y a pas d'intention, quelque part, l'intentionnalité ne s'est pas encore greffée à cet objet, personne ne l'a déclarée comme œuvre d'art, elle n'a donc pas vocation d'être œuvre d'art, alors que la toile vierge que je mets dans un musée au mur, je la gorge d'aboutness. Et son aboutness, son à-propos, son intentionnalité d'être de l'art et de déclarer que c'est de l'art, fait évidemment que c'est une œuvre d'art. Alors ça, c'est l'art contemporain. Et je souscris complètement. Dans l'ère contemporaine, effectivement, tout est question d'intentionnalité et n'importe quel artiste pouvait dire c'est de l'art pour peu qu'il disait c'est de l'art. Dans l'art tumétique, pas du tout. Dans l'art tumétique, celui qui est capable de donner de l'aboutness à l'œuvre, c'est le public. La grande révolution de l'art tumétique, puisque c'est un art de l'ensauvagement, mais non pas de l'artiste, c'est un art de l'ensauvagement du public. L'artiste, on s'en fiche qu'il soit sauvage ou pas, c'est pas le propos. Dans l'art tumétique, c'est un art qui s'adresse à un public et qui fait un effet sur le public, qui invite le public à ressentir cette expérience d'une puissance sauvage, tumétique, irascible, impétueuse, on parle d'impétuosité, qui naît en lui. Le public redevient véhément, redevient avec des pulsions fortes, le public redevient impétueux, héroïque. Le tumo, c'est aussi la partie des héros de l'âme. Et donc, vous comprenez, la révolution tumétique, c'est ça, et on travaille dans ces conférences à bien comprendre cette distinction. J'ai parlé des trois périodes artistiques avant la période tumétique, je vais les mentionner un tout petit peu. Nous avons la période juste avant le contemporain, la période moderne, où là, il s'agissait pour l'artiste d'exprimer un ressenti. Véritablement, l'ère moderne dans l'art, c'est... alors, ce qui est bien, c'est que ce ressenti pouvait aller à contrario des œuvres d'art classiques et des canons imposés par la tradition, par les écoles, etc. Quand Ravel, qui est d'ailleurs recalé des concours, je crois qu'il a essayé d'avoir le prix de Rome de composition 5 fois, il s'est fait recaler 5 fois. Il y a même eu un scandale dans la presse dans les années 20, il me semble, ou 1905 plutôt, non 1905 je dirais, peu importe, mais un scandale parce qu'il avait beaucoup de soutien dans le monde artistique et on se scandalisait que pour la 5e fois, ce jeune compositeur talentueux qui était Ravel n'avait pas son prix. Pareil pour Rodin. Rodin a été refoulé de toutes les académies de sculpture. On le prenait pour quelqu'un de médiocre. Voilà, donc ça c'est l'art moderne. L'art moderne, c'est un art où je dois exprimer mon originalité, ma singularité d'homme, de femme, en tant qu'artiste. Donc on n'est pas dans la tumétique, puisque la tumétique, c'est l'ensauvagement du public. Et vous allez voir qu'évidemment, l'art tumétique, c'est pour ça que j'ai commencé avec Adorno et Sloterdijk, qui critiquent la musique de masse comme infantilisation. J'ai l'impression que c'est un peu rapide. Parce que ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'un philosophe juge, mais ce qu'un public éprouve dans l'art tumétique. Bon. Et puis l'art classique, première période, il s'agit vraiment de respecter des normes, des critères, des canons.
Et donc il y a vraiment le poids de la tradition et on ne transgresse pas, on fait un peu avancer les choses bien sûr, c'est des transgressions clandestines, Michel-Ange était vraiment très fort là-dedans, mais on a affaire à quand même un immense devoir-faire. Hein. Donc on a le devoir-faire dans l'art classique, on a le devoir exprimé dans l'art moderne, on a le devoir transgressé dans l'art contemporain, et on a le devoir ensauvager, hein, ou réensauvager, dans l'art thumétique. L'art thumétique, c'est l'art de l'impétuosité. Et l'impétuosité, non pas seulement de l'artiste, c'est très bien s'il est impétueux, mais on s'en fiche, c'est l'impétuosité du public. C'est peut-être la première fois où on va se concentrer à fond sur l'émotion que le public éprouve. Et donc, évidemment, alors il y a des précurseurs, j'en cite un précurseur dans le monde du jazz, que j'aime beaucoup, Albert Ehler, A-Y-L-E-R, Albert Ehler, donc, qui est, je crois, qui est mort prématurément, dans 1936-1970. Et alors lui, il va complètement disturber, nous fait perdre les repères mélodiques, harmoniques, les repères rythmiques. C'est vraiment, il va totalement transgresser, mais il n'est pas dans une transgression qui exprimerait sa propre émotion, me semble-t-il. Il y a des moments de violence extrême et des moments d'apaisement extrême parce que c'est une sorte de preaching sauvage. Vraiment, il est dans une sorte d'exhortation thumétique. Et ce qui est très fort dans son art, à Albert Ehler, c'est que véritablement, il nous ensauvage. J'ai parlé au Collège international de philosophie, j'ai parlé de Rihanna, de son clip Sledgehammer, qui est pour moi de l'art thumétique, même si c'est de la musique de masse, et assimilable par beaucoup. C'est la BO du film Star Trek sans limite. Et Rihanna, véritablement, dans ce clip, c'est une œuvre d'art, ce clip, mais une œuvre d'art thumétique, qu'on ne peut pas comprendre avec les critères du contemporain. Parce que, et c'est d'ailleurs ce que je déplore dans toutes les analyses de l'art contemporain, c'est qu'on est tellement centré sur l'art en tant qu'art qui s'auto-référencie qu'on oublie le public la plupart du temps, et du coup, on met Beyoncé et Rihanna du côté du non-art, du côté du commercial, ce qui est évidemment une erreur. Une erreur. Je ne dis pas que tout Beyoncé et tout Rihanna relève de l'art thumétique, mais il est évident que le power pop de Rihanna dans Sledgehammer relève d'un réensauvagement du public, tout simplement. Et même si c'est avec 3 accords. Voilà, même si c'est avec 3 accords. Et même si c'est avec des outils modernes. Alors, moi-même, en tant que compositeur, je travaille depuis le début, j'ai créé la thumétique très tôt. C'est assez étrange, je fais une petite parallèle sur mon parcours philosophique intérieur, pour le coup. C'est assez étrange, parce que j'étais persuadé de développer l'art thumétique et tout ce que je viens de vous dire, et c'est la première fois que j'en parle, voilà, aujourd'hui, ce soir. Et pourtant, je l'ai annoncé. Dès mon premier livre, I Loved You, j'annonce qu'il y aura un art thumétique. Dès La cerise sur le béton, mon deuxième livre, La cerise sur le béton, chez Flammarion en 2002, j'annonce qu'il y aura une révolution thumétique. Et donc, j'étais un peu gonflé, pour le coup, puisque je disais que j'allais non seulement continuer de vivre, mais en plus d'écrire et de faire de la philo. C'est bien, à 27 ans, 26 ans, c'était sympa de dire ça. Mais en l'occurrence, grâce à cette vidéo ce soir en live avec vous, c'est réalisé. C'est-à-dire qu'on entre dans un programme d'élaboration de quelque chose que j'avais programmé quand j'avais en fait 23-24 ans. Je crois que la notion de thumétique, je l'ai créée à 23 ans, quand j'étais en pleine agrégation de philosophie et que je ne pouvais pas ne pas créer moi-même ma philosophie. C'est une pulsion créatrice et musicale pour moi que d'aborder la philosophie. Et donc ça remonte à loin, ça remonte à 20 ans maintenant. Voilà. Et j'ai attendu 20 ans pour pouvoir avoir quelque chose de présentable. Et notamment, j'ai attendu cette vidéo Facebook Live qui est vraiment extraordinaire parce que là, on va pouvoir écouter de la musique, dialoguer ensemble. Ce qu'un livre ne permet pas véritablement. Je vais pouvoir vous montrer des exemples de ce que je dis et aussi une analyse puisque je suis le compositeur. Et donc, ça sera à la fois l'artiste qui fait de la musique, qui vous parlera de l'intérieur, et puis le philosophe qui théorise sur cette musique. Voilà, donc Albert Ehler, par exemple, voilà.
Alors, revenons à cette musique qui ne serait pas une musique de l'infantilisation et du retour dans l'intériorité présubjective, mais une musique de la libération. Et ça, quand je dis ça, forcément, vous pensez à plein de choses. Allez-y, répondez-moi, à quoi vous pensez quand je dis musique qui libère? Vous avez vu cette musique? Ça, c'est de la musique. C'est de la vie, ça. Là, on enregistre, on prend le son et on le tord dans tous les sens. Et ça fait des musiques merveilleuses. Alors, peu répondre. On pense évidemment aux spirituals. On pense au gospel. On pense au calvaire des Noirs d'Amérique, notamment d'Amérique du Sud des États-Unis, et qui ont utilisé la musique pour clamer une révolte, une détresse, mais aussi une forme d'espérance. L'hymne à la joie. L'hymne à la joie, c'est une libération très religieuse. Très religieuse au bout du compte, même si c'est l'hymne européen. Mais Summertime d'Albert Ayer. Merci Freddy d'être mélomane. Alors moi je pense spontanément en tout cas sauvage. Je pense en tout cas à ça. Alors ce qui est très important, c'est que ils ont détourné évidemment tout ce qu'on trouvait dans la Bible. Et on leur inculquait la Bible tout en faisant des esclaves. Donc ces Noirs américains, vous savez, dans les années 30, 1830, il n'y avait plus d'esclaves américains dans le nord des États-Unis, ni au Canada. Les abolitionnistes avaient bien travaillé. Et donc ils étaient massés de façon très abondante dans le sud des États-Unis. Et le rêve de ces populations d'esclaves, c'était évidemment de franchir l'Ohio, de franchir la rivière, ce cours, et d'aller vers la terre promise. Et la terre promise des Hébreux, des Israélites, devenait dans leur langage codé en utilisant les mots de la Bible, évidemment le nord des États-Unis, voire même le Canada, et le Canada qui ressemble d'ailleurs à Canaan, donc c'est la terre promise, c'est le ciel, c'est gagner le ciel. Et donc, les Noirs américains, les esclaves noirs américains, ont détourné toutes les métaphores et les allégories, excusez-moi, les allégories de la Bible pour s'identifier finalement à cette quête de libération du peuple hébreu. Alors, dans leur jargon, par exemple, le sud des États-Unis, là où il y avait encore de l'esclavage dans les années 1830-1860, ça s'appelle l'Égypte. Ça s'appelle Babylone ou l'enfer, exactement les mots qu'on trouve dans la Bible. Les propriétaires d'esclaves s'appellent le pharaon ou les Égyptiens. Dans les Negro Spirituals, lorsque vous avez mention du pharaon ou de l'Égyptien, voire même de Satan, il ne s'agit évidemment pas de la religion catholique, il s'agit de l'esclavage et de propriétaires d'esclaves. Vous voyez, la rivière Ohio, donc c'est la voie de la liberté, hein, ça devient le Jourdain. L'océan Atlantique, ça devient la mer Rouge, hein, dans un parallèle. Et évidemment, l'Afrique ou le Canada ou le nord des États-Unis, c'est la terre promise, c'est le ciel. Et les Africains américains s'identifient totalement aux Israélites de la Bible. Ils se disent eux-mêmes enfants de Dieu. Et donc ce que l'on voit, c'est que, et le jazz bien sûr, à partir des Negro Spirituals, le jazz a gardé en mémoire ces références-là. Il y a d'ailleurs c'est très intéressant, une métaphore, enfin plus qu'une métaphore, une résistance, parce qu'ils n'étaient pas tous soumis, hein, les Noirs américains. C'était pas la case de l'oncle Tom, hein, je veux dire, qui est quand même une sorte de vision de la passivité des esclaves. C'est pas du tout comme ça. Il y en a qui se sont battus, voilà. Il y en a qui se sont battus, il y en a qui ont résisté. Il y a même des blancs, bien sûr, abolitionnistes, qui ont milité pour que l'esclavage s'interrompe. Et notamment, il y avait une sorte de mouvement clandestin qui s'appelait l'Underground Railroad, Railroad, si vous voulez une prononciation française. Underground, vous savez, Underground, c'est très important en musique, on va en parler, puisque je vous dis vers la lumière, hein, c'est le titre de cette conférence, vers la lumière. Donc l'Underground, c'est ce qui est souterrain, et c'est aussi ce qui est clandestin, d'accord ?
underground, en dessous du plancher, hein, en dessous du sol. Et donc, on parlait, donc l'Underground Railroad, c'est une organisation clandestine qui a fait évader des Noirs du sud des États-Unis vers le nord, voire vers le Canada, donc vers la liberté, vers la terre promise. De 1830 à 1860, ce sont des dizaines de milliers d'esclaves qui ont pu utiliser l'Underground Railroad. Donc c'est tout un vaste réseau d'aide aux fugitifs, un vaste réseau d'évasion, hein, qui participe à l'évasion. Et le Underground Railroad, c'était le langage codé pour parler de ce réseau de résistance à l'esclavage. Et beaucoup de spirituals font référence à cette Underground Railroad. Alors, Railroad, c'est le train souterrain, hein, le train souterrain. Et donc, ils font une référence scriptée. Et donc, on parle d'un train souterrain. Alors, dans des chants, dans des poèmes, ça donne, ah oui, nous allons descendre sous terre, venez les enfants, prenez votre billet pour aller prendre ce train souterrain qui fait chou-chou sous la terre et qui va et quand il va sortir, nous serons au paradis. Nous allons gagner le paradis. Et donc, il y a plein de messages codés dans cette musique de résistance, de néo-résistance pour le coup, résister en créant, hein, et non pas en déconstruisant, mais en créant, à l'attention de ceux qui sont déjà en fuite, des esclaves déjà en fuite. Donc il y a des chants qui arrivent et qui leur disent, qui les exhortent de continuer, et puis de ceux qui projettent leur évasion. Parce qu'en écoutant cette musique inspirante, vous savez, hein, les spirituals, ça prend aux tripes, c'est vraiment magnifique, des harmonies pleines, des chants magnifiques, des mélodies qui s'harmonisent, c'est magnifique. Et ça prend aux tripes, ça fait pleurer, ça fait crier. Et là, on a affaire à de l'art tumétique. On est déjà, même si on est en 1850, on est déjà dans un art qui concerne le public et non pas l'artiste. On est déjà dans un art qui concerne non pas l'émotion de l'artiste à exprimer ou une réflexion sur les règles de l'art, mais un art d'ensauvagement, une transe libératrice vers la liberté et des messages codés qui appuient ça. Et donc ce train de la liberté, cet Underground Railroad, est devenu la métaphore de cette libération. De quoi? De l'institution particulière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'institution particulière? C'est l'esclavage. Et c'est comme ça que les sudistes américains nommaient par euphémisme, c'est-à-dire comme si de rien n'était, nommaient l'esclavage, l'institution particulière. Vous voyez un peu. Donc on a affaire à cette musique qui encourage l'esclave, c'est-à-dire le démuni absolu, hein, le démuni, même sa propriété existentielle dépend du maître, hein, vraiment, qui l'encourage à tenir bon, c'est déjà rock, déjà avant l'heure, qui l'encourage à critiquer ce système, bien sûr, et à dire c'est injuste et tu le sais, tu es un enfant de Dieu, tu ne mérites pas d'être l'enfant du pharaon, du propriétaire d'esclaves, et qui prenait aux tripes, qui prenait au corps et qui parfois inspirait l'évasion. Donc ça, pour moi, c'est déjà du prétumétique. On est dans le prétumétique. Et on est vraiment dans ce rapport à la musique comme une sorte de rappel que la vraie vie est toujours possible. Dans toute musique authentique, ce qui permet de la différencier d'autres formes musicales, d'autres degrés de musicalité, il y a toujours un rappel à la vraie vie, à l'intensité de la vie. Et même si ça fait boum tchak, même si ça fait ougoudou, ougoudou ou bara, 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 peu importe les bruits que fait cette musique, peu importe le formalisme dans lequel se coule cette musique, dès qu'il s'agit pour le public, pas pour les critiques d'art, mais pour le public, de regagner ce feu fervent d'une vie qui pulse et qui veut continuer malgré la difficulté, on a affaire à cette musique tumétique. Alors, autre musique prétumétique, enfin, je ne sais pas, prétumétique en tout cas, d'ensauvagement maîtrisé, hein, musique d'impétuosité, parce que là je parle vraiment de la musique et de l'impétuosité, de l'art impétueux. C'est ça l'art tumétique, c'est l'art impétueux. Le flamenco, évidemment le flamenco. Et le flamenco, vous connaissez peut-être pas l'origine du flamenco, on a toujours une vision ici en France de carte postale, mais le flamenco qui est né donc en Andalousie,
c'est le chant des communautés gitanes. C'est un chant incandescent, c'est un chant qui semble vraiment venir des entrailles de la terre, et puis sa forme la plus profonde, le cante rondo, J-O-N-D-O, le cante rondo, qui évoque vraiment la sourde plainte d'une intériorité qui, malgré la douleur, malgré la solitude, est capable d'une joie absolue. Voilà, c'est ça le flamenco, fondamentalement. C'est quelque chose qui touche vraiment ce qui est enraciné dans le cœur de l'être humain, et qui cherche de façon incandescente, rugueuse, douloureuse, parfois jusqu'à mourir, qui cherche la lumière. Vers la lumière, dans le flamenco, on a ça à chaque et le cante rondo en fait beaucoup, saeta, etc. On a vraiment cette idée de se frayer un passage impétueux vers la lumière et vers la vie. Alors, le flamenco, il y en a qui disent que ça vient vraiment de l'art de la métallurgie antique, le forgeron, l'enclume que l'on bat en rythme, et toute cette alchimie qui est connectée au travail des métaux, donc dans une dimension aussi symbolique. Mais au niveau musical, le flamenco, comme art prétumétique, a ses traces dans le chant grégorien, les chants psalmodiques de l'islam, les chants psalmodiques coraniques, et les chants des synagogues. Et effectivement, ces trois cultures religieuses faisaient partie de l'Andalousie médiévale, et donc évidemment les gitans étaient confrontés à ces communautés très très importantes de juifs, de musulmans et de chrétiens. Il y a toute une vie monastique, et donc il y a un mélange de ces traditions liturgiques. On voit vraiment que le flamenco fondamentalement a affaire à un feu sacré. Il ne s'agit pas juste d'un hymne à la survie dans la douleur. Il s'agit profondément de se connecter à cette vie réveillant le feu sacré. Et puis, ce qui est beaucoup plus intéressant et moins connu dans le flamenco, c'est qu'il y a des sonorités qui viennent d'Inde, évidemment qui viennent d'Inde, notamment l'Inde du Nord, le Rajasthan vraisemblablement, puisque, je crois, autour du 10e, 11e siècle, il y a eu cette longue émigration qui a duré plusieurs siècles des gitans, de ceux qu'après on a nommés Tziganes, Romanichels, Bohémiens, Manouches, Gitans, en fonction de la terre d'accueil. Mais en fait, c'est toujours le même peuple, et ce peuple vient de l'Inde du Nord. Et évidemment, comme la musique c'est la vie, la musique garde sa généalogie dans toutes ses transformations, exactement comme des espèces vivantes gardent les traces des ancêtres. Hein, c'est une filiation vivante, la musique. Évidemment, le jazz a gardé les sonorités des negros spirituels. D'ailleurs, l'Underground Railroad, ça donne une très belle musique de John Coltrane. Vous connaissez ce jazzman modal magnifique en 1947. Donc il y a une référence avec ce mythe avec un siècle d'écart. Et bien là, c'est pareil, il y a des sonorités de l'Inde du Nord, dans le chant flamenco, sûrement des rythmes hindoustani, c'est-à-dire le système musical des ragas de l'Inde du Nord. Dans le flamenco, et notamment dans certaines formes, on a vraiment cette idée de transe qui est là, qui rejoint d'ailleurs le wajd du soufisme de l'islam. Le wajd, c'est cette idée de transe qui apparaît. Il y a un très beau, il faut que je vous cite, ça me vient à l'esprit, dans la conférence des oiseaux de Farid Oudin Attar, dans la conférence des oiseaux, magnifique texte persan du XIIe siècle, si ma mémoire est bonne, oui, de 1177. Il est question... je vais me disperser, il ne faut pas que je fasse trop de... Je vais revenir à la conférence des oiseaux, restons sur le flamenco. Et donc, il y a vraiment cette idée de transe et d'état second. Ce qu'on appelle en espagnol, et Federico Garcia Lorca y a consacré une conférence, qu'on appelle le duende. Le duende, c'est pas le don. Hein. Le duende, c'est le don de l'inspiration. Le duende, c'est cette sorte d'état second que
qu'atteignent parfois les grands chanteurs de flamenco, une sorte de transe. Et excusez-moi du parallèle qui va peut-être vous choquer, mais cette transe-là, on la trouve aussi dans la pop et la variété actuelle, quand ce sont des grands artistes. Beyoncé a des états de transe, Beyoncé par exemple, l'anecdote est marrante, dans un état de transe, elle avait des boucles d'oreilles et elle commence à prendre ses boucles d'oreilles et elle les jette au public comme ça. Sauf qu'elle avait complètement oublié tellement elle était en transe que ses boucles d'oreilles étaient juste prêtées et qu'elles valaient 250 000 $. Voilà, un exemple assez cocasse, assez amusant, de voir que l'artiste sur scène, quel que soit son degré de massification musicale, il y a ce duende. Et on peut reconnaître en tant qu'artiste le duende. Et le duende est un concept fondamental pour nous, pour forger l'art tumétique. L'art contemporain n'a pas besoin de l'hypothèse du duende. L'art contemporain est très maladroit pour analyser la transe, l'extase, les derviches tourneurs, l'incantation, le sacré, le feu sacré. Par contre, l'art tumétique, l'art de la poitrine, l'art de l'impétuosité, c'est un art de transe par définition. C'est un art où on est capable d'un élargissement des possibles tellement qu'il y a une ivresse qui accompagne cet art. Alors, l'état second, on en a plein d'exemples d'état second, de duende grâce à la musique. Alors au flamenco, je vous renvoie aux années 20, dans une époque, voilà, il y a presque un siècle, on est à Séville, et Manuel Torré, qui est une légende du flamenco, pendant 2 heures, il va faire une saeta, une des formes du flamenco, en l'honneur de la Vierge de la Macarena, devant une foule totalement subjuguée. On s'en souvient encore, même un siècle plus tard. Et pendant 2 heures, il va entrer en transe. Il va voir le duende. Et la foule va être subjuguée exactement comme je vous disais en début de conférence, comme le disait Sun Tzu, le chinois, qui dit « Attention, la musique est capable de subjuguer la foule et d'influencer l'homme très rapidement ». Ce terme de duende, non, pas du tout. C'est un terme qui existe, c'est un mot de flamenco, et qui a été en plus théorisé par Federico García Lorca. Vous connaissez ce poète qui a vraiment, qui est un amoureux de cette culture flamenca. Voilà, donc, mais vous savez, ce duende, ça peut être aussi Maria Callas, qui n'est pas connue pour son flamenco. On est le 28 mai 1955. Elle interprète la Traviata de Verdi sous la baguette de Giulini, chef d'orchestre. Et c'est une beauté suprême, ce 28 mai 1955. On s'en souvient parce qu'on atteint, bien sûr il y a des enregistrements, mais on atteint le duende. On atteint cette distorsion de l'espace et du temps. Retenez bien cette expression, elle va revenir souvent quand on parle de l'art tumétique. Une distorsion de l'espace et du temps. L'espace, c'est pas suffisant, il faut que le temps vienne aussi jouer avec ça. Alors voilà, je faisais un parallèle avec la conférence des oiseaux et le flamenco dans cette idée de transe. Et là, je vais vous faire écouter, je vais évidemment dépasser mon heure, mais Facebook apparemment m'autorise. J'ai déjà fait 1h30, 1h13. Je vais un peu continuer. J'aurai des questions-réponses à la fin, ne vous inquiétez pas. Mais c'est tellement passionnant. Enfin, moi, je suis passionné et apparemment, vous êtes 24 à vous intéresser à ça, donc on continue un peu. Il y aura un replay, bien sûr, pour les absents. Je vais vous faire écouter un de mes flamencos que j'ai fait récemment, que j'ai composé récemment. J'ai fait les paroles, j'ai fait la musique. Voilà, ça s'appelle Nadie va solo. Personne ne va seul. J'espère que je peux un peu vous traduire les paroles, parce que c'est important. Quand je compose une chanson, là c'est l'artiste qui parle, j'essaie vraiment d'arriver à une osmose entre les mots et la musique pour créer ce duende, pour créer cette extase-là. Et il se trouve qu'il a été magnifiquement interprété par un grand couple d'artistes flamenco jeunes mais extrêmement grands, Encarna Anillo et Andrés Hernandez. Et vous allez voir, c'est minimaliste, ça va durer 6 minutes. C'est pour le spectacle de Sandra Abouave, une danseuse contemporaine, un spectacle où ils sont 5 danseurs, où j'ai fait la musique, la danse contemporaine. J'ai presque envie de dire c'est de la danse tumétique. Je vous renvoie donc à ce spectacle de la compagnie Métatars, c'est la belle compagnie de Sandra Abouave. Et donc elle m'a fait cette commande. En fait, l'histoire s'est fait comme ça. Elle avait écouté, elle était bouleversée par un chant comme ça espagnol,
et elle me dit, voilà, tu es compositeur, mais j'ai vraiment envie de mettre cette musique-là. Sous-entendu, je pense que tu ne seras pas capable, et il ne faut pas me dire ça moi artistiquement, parce que je suis capable de tout. Peut-être qu'elle le disait par provocation, je pense que tu ne seras pas capable de faire un truc genre flamenco, où la chanteuse pleure sur scène, un peu comme les pleureuses, vous savez, de professionnelles. C'est-à-dire que c'est un exercice pour la chanteuse, elle ne chante pas du tout comme ça d'habitude, mais on lui a demandé vraiment, c'était la direction artistique qu'il fallait pour cette œuvre, on lui a demandé d'être la pleureuse, c'est-à-dire d'opérer ce qu'Aristote, d'ailleurs Aristote est prétumétique un peu dans sa philosophie de l'art, cette catharsis. Hein, c'est très aristotélicien la tumétique, il faudra que je consacre un numéro là-dessus, un numéro de Philharmonie. Et de façon à ce qu'en pleurant de vie, de mort, dans une relation apparemment à l'autre, les paroles sont assez poétiques, finalement elles nous soignent de notre douleur d'aimer. Alors, les pleureuses, vous savez, ça remonte à la Grèce antique et même bien avant. Hein. Il y en a en Sicile, il y en a dans les communautés juives, musulmanes, etc. Dans la Grèce, ça s'appelait Tréni, T-H-R-E-N-I. Tréni, c'est le nom que l'on donnait dans la Grèce antique au rituel de lamentation des pleureuses lors des funérailles. Il y avait des pleureuses spécialisées pour augmenter les larmes parce que, évidemment, il faut que ça fasse du bruit, il faut que ça serve de catharsis. Et donc, les pleureuses, ce sont ces femmes qui pleuraient professionnellement lors des enterrements ou des moments dramatiques de la vie, et ça faisait du bien à toute la communauté. Ça permettait à la communauté de se consoler que d'entendre pleurer plus fort que soi-même. Et ça, en musique, c'est très intéressant parce que là, on a affaire à de l'art prétumétique, à de l'art qui concerne l'impétuosité que l'on ressent en tant que public. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Je vais vous montrer ce flamenco que j'ai composé avec les paroles, comme je vous le disais. Ça prend son temps. Là, ça sera un peu l'écoute. J'espère que le son va être bon. Donc ça dure 6 minutes. C'est pour le spectacle donc À bouche que veux-tu de Sandra Aboive. Et vous allez voir, guitare seule, une voix magnifique. Et surtout, soyez sensible à plusieurs choses pour pouvoir l'apprécier. Soyez sensible à l'interprétation d'Encarna, qui chante la chanteuse, qui fait un exercice incroyable de projection de la douleur. On a affaire à une forme de transe, et je crois vraiment qu'elle devait être en transe. J'étais pas là au studio, mais je crois vraiment qu'on atteignait une forme de transe. Et soyez sensible aussi à l'apaisement que met la guitare, y compris dans les passages les plus douloureux. Voilà, c'est la petite pause musicale avant qu'on reprenne cette conférence. Je vais essayer de me mettre au milieu de mes enceintes. Alors les paroles, personne ne va seul. Alors, vous allez les comprendre peut-être, j'espère en tout cas.
No quiero conocer, mas solo quiero ser querido. Yo no quiero huir, mas solo quiero ir contigo. Que vayas bailando, amor, sobre mi dolor. Reténme en la raíz del furjo negro de tu espejo. Reténme en la raíz del fuego. Mi corazón es polvo y ceniza, mi razón locura, el amor incendia cada vez mi vida. Nadie va solo, llévame, querido. Nadie va solo, tómame contigo. Que vayas bailando, amor, sobre mi dolor. Déjame aún beber el néctar letal del deseo. Déjame aún beber mi llanto. Voilà mes amis, voilà cette composition et merci pour vos messages très chaleureux. Apparemment ça vous a plu. Je suis vraiment je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui cette conférence. J'ai évidemment plein de choses à vous dire et plein de choses à échanger avec vous. Alors on va faire des questions-réponses et on poursuivra la prochaine fois sur cette réflexion sur l'art tumétique, cette révolution. Merci Laurence. Cette révolution de l'art tumétique. Voilà, oui, c'est une chanson où j'ai été très challengé par Sandra et effectivement, d'abord je suis tombé, j'ai pu trouver les artistes qui ont porté cette chanson à un point effectivement pour moi de... Je crois que je suis tumétisé. Merci beaucoup là, c'est super. Voilà, donc voilà. Alors, je prends maintenant les questions. Elles s'affichent devant moi. Donc, je vous propose un petit temps d'échange. On va pas faire une demi-heure, on fera peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Si, par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous avez des remarques, des questions, c'est un moment d'échange savoureux. Donc, n'hésitez pas
Je réponds à toutes les questions, enfin j'essaye, hein. Et en tout cas on peut discuter et échanger. Donc c'est maintenant que ça a lieu. Vous pouvez toujours bien sûr partager cette vidéo à vos amis, abondamment, voilà, en message privé, en message public, en ce que vous voulez. Et là je vais prendre quelques questions. Donc j'attends que ça s'affiche. C'est le moment des questions. On a fini cette première partie. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Petrucciani, Caravane, ça monte lentement, ça prend, d'accord. Je note comme ça, j'en oublie pas. Ce qui m'a inspiré, alors il y en a qui ont beaucoup cité Almodovar. Effectivement, c'était une référence à laquelle on tenait avec Sandra. Cet univers, à la fois d'extrême passion et oui, j'ai écrit la musique et le texte. Oui, oui, c'est une composition et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu avancer parce qu'il y a une alchimie totale entre les mots qui sont dits et la mélodie, hein. Euh, la mélodie, ah, le texte, le texte est simple, hein. Nadie va solo, personne ne va seul, prends-moi avec toi, personne ne va seul, nul ne va tout seul dans la vie. Euh, enfin bon, je vous traduirai ça un autre jour. Je vous traduirai ça un autre jour. C'est un texte émouvant. Tu as écrit Musique et une belle découverte de cet art tumétique. Voilà, ça risque de durer. Alors, ce qui m'a inspiré, c'est pas tellement Almodovar, c'est véritablement une sensibilité que j'ai particulière de par mes origines. Non pas que j'ai reçu une culture andalouse, puisque mon père est né à Oran, mais quand vous vous appelez Céspedes et que à chaque fois on vous renvoie à vos racines espagnoles, et quand vous êtes en Espagne, qu'on vous prend pour un espagnol, voilà, forcément votre identité se construit avec ça. C'est assez intéressant le rapport à l'identité raconté par les autres. Et donc j'ai grandi sensibilisé à cette idée de l'Espagne, et cette idée de la musique. Et je suis aussi un immense amoureux de grands compositeurs espagnols. Ravel d'ailleurs, dont je vous ai parlé, j'aime beaucoup Ravel, et était un peu à l'école de Falla. Ravel lui-même avait une origine espagnole et qui ne comptait pas tellement. Je ne pense pas qu'il a pris beaucoup dans la culture espagnole, mais il y a beaucoup d'espagnolitude dans Ravel. Et en fait, ça vient qu'il fréquentait des Espagnols comme Albéniz, comme Manuel de Falla. Et donc c'est la confrontation avec des artistes espagnols qui fait qu'il a emprunté plus que son identité. Mais on peut très bien se dire, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être parce qu'il sait qu'il a une origine espagnole qu'il est beaucoup plus perméable à ce qui vient d'Espagne. Vous voyez, la certitude d'une racine vaut plus que la racine elle-même, évidemment. Et même quand il n'y a pas eu transmission culturelle, c'est vous qui vous fabriquez les mosaïques de votre propre culture en fonction de ce que vous voulez, comment vous voulez vous définir vous-même. Voilà, c'est vraiment l'identité est une forme d'appartenance où on a le choix et donc est une création. L'identité est une musique, on verra ça dans les prochaines conférences tumétiques, philharmonie. L'identité est une musique, évidemment c'est une musique. Et donc on compose son identité comme le compositeur compose sa musique. On compose sa vie comme un compositeur qui compose. Voilà un peu ce que j'ai envie de développer avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc moi j'aime bien Falla. J'ai une période de ma vie où j'allais partout, y compris au sport d'hiver, en lisant des partitions. J'empruntais beaucoup de partitions, j'en achetais énormément, et je lisais comme dans un livre les partitions d'orchestre. Donc ma culture s'est fait comme ça. Je n'avais pas d'orchestre autour de 23 ans, 24 ans. Je n'avais pas d'orchestre à disposition, mais j'apprenais à pouvoir composer de l'orchestre sans entendre et à lire de l'orchestre surtout. Et donc je lisais comme on lit des romans, je lisais j'aimais beaucoup Villalobos, le brésilien, et j'aimais beaucoup De Falla, L'amour sorcier, voilà. Donc c'est des racines qui sont fortes pour moi au niveau de cette identité musicale. Alors, tu avais partagé sur la page VCM, allez voir tous les deux aussi, c'est prenant. Ah, j'avais partagé sur VCM, non, je crois pas. Je crois pas avoir partagé, c'est la première fois que je vous entendais ça, sauf si vous avez été voir le spectacle La bouche que veux-tu. Est-ce qu'il y a des questions philosophiques sur cette vie comme l'art, sur la musique vers la lumière? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Apparemment non. Bah, écoutez, c'est bien, j'espère que ça vous a plu. On fera minimum une fois par semaine des philharmonies. Si dans l'art contemporain, il y a une intention,
a-t-il pas dans l'art thumétique? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que l'on ressent de différent entre écrire un livre et écrire de la musique? Waouh, super bonne question les deux. Alors, dans l'art thumétique, il y a peut-être une intention. Ah oui, si, d'accord, je vois que vous arrivez. Et qu'est-ce que la différence? Alors attends, faut que je note, hein, parce que différence musique livre. Selon moi, la tristesse n'en sauvage pas, au contraire, il ici. Ouais, c'est intéressant. Il y a des intentions, bien sûr, dans l'art thumétique, mais c'est pas comme ça qu'on juge l'œuvre d'art. En fait, la thumétique, c'est une capacité de pouvoir juger une œuvre d'art dans sa capacité à ensauvager le public. Donc, l'œuvre d'art, c'est pas l'artiste qui déclare que c'est une œuvre d'art, c'est le public et la réaction du public qui déclare que c'est une œuvre d'art thumétique. Voilà. Et donc, il y a de l'intention, il y a des intentions, je dirais, de transformation. Il y a des intentions de proposer des possibilités de vie, des possibilités d'expérimentation. Véritablement, une œuvre d'art thumétique, c'est une œuvre d'art qui est une invitation au public à vivre une expérience. Et c'est pour ça que je fais de la musique l'art. C'est pour ça que pour moi, la quintessence de l'art, c'est la musique. Parce que toute musique est une invitation expérimentale, même expérientielle, on pourrait dire. Est-ce que tu as vécu des transes? Oui, j'ai vécu des transes, on va en parler bien sûr. Oui, bien sûr, j'en ai vécu énormément. Je suis un praticien d'art martial, de kung-fu. Je l'ai été pendant 20 ans à un très haut niveau. Et donc, rien que l'entraînement et faire des katas provoque des transes chorégraphiques extrêmement puissantes. Le combat extrêmement puissant. Et dans l'art, j'en vis régulièrement. Je dirais même que j'en vis très régulièrement des transes. Et d'ailleurs, cet art de la transe, j'ai vraiment envie de vous le transmettre. Et si vous vivez des trans aussi, on pourra partager tout ça. Ça amène à une réflexion, c'est voyager. Ben justement, cette notion de voyage, Géraldina, oui, je vais raconter un peu, mais on aura d'autres épisodes, ça y est, t'inquiète pas. Juste, je réponds à l'idée, donc je vais revenir sur le voyage, je note les choses, faut pas oublier. Et la différence entre écrire de la musique et écrire des livres, évidemment, elle est énorme. C'est que la musique, c'est facile en fait, parce que dans la musique, on est le récipiendaire de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on est le narrateur et le narrateur. Je suis le narrateur car je raconte une histoire, mais je suis le narrateur parce que je reçois l'histoire que je me raconte. C'est-à-dire qu'en fait, je subis ma propre musique en composant. Alors que dans le livre, je peux le subir, mais c'est pas le même effet du tout. Et donc c'est beaucoup plus gratifiant en termes émotionnels de composer. D'ailleurs, on verra ce que c'est être musicien dans la vie, parce que c'est vraiment c'est ça, être artiste dans la vie, qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment ça, Philharmonie. Mais dans le livre, il y a un impact très fort, surtout dans mes livres, excusez-moi, mais que je fais évidemment qui sont de la musique, mes livres sont de la musique, parce que je cherche à manipuler le lecteur comme je peux manipuler un auditeur par la musique. Et donc il y a une force d'hypnose dans mes livres, tout en étant dans l'argumentation rationnelle. Il y a une puissance affective que j'essaie de mettre. C'est très très dur les livres, parce que j'essaie de faire en sorte de produire le même effet qu'une musique comme vous venez d'entendre, mais avec de la philosophie. Et c'est pour ça que les lives, j'adore, puisque je suis, je crois, le seul à faire des vidéos live philosophiques comme ça avec vous, mais parce que c'est mon élément, parce que je suis profondément musicien. Et on ne peut pas faire ça si on n'est pas profondément musicien. Il s'agit d'une improvisation avec vous, où des individualités s'échangent, dansent ensemble. Il s'agit d'une danse de la pensée. J'ai toujours vu ça, la philosophie, comme une danse de la pensée. Alors justement, le voyage, alors attends, la musique est dans l'échappatoire, elle aide, elle console, elle rend triste parfois, et je l'écoute tous les jours, elle aide voyager. Ah, vous venez sur le voyage, alors ça sera un beau mot de la fin, je vais vous citer ce que je vous ai promis, revenir à la conférence des oiseaux de Attar, et vous allez voir ce que signifie la transe pour lui, et en quoi la musique peut être la nouvelle religion de demain, une religion très étrange. J'ai donné un nom à cette religion. Je parle de religion parce qu'on a affaire au sacré, et c'est pas du tout une religion avec des clercs et avec un clergé. Il s'agit du mélothéisme. Mélothéisme. Théiste, c'est Dieu, le rapport religieux, et mélo, c'est la mélodie. Le mélothéisme, c'est cette nouvelle forme je vais pas dire de religion, de spiritualité existentielle que j'aimerais forger avec vous. Est-ce que le fait de composer influe sur ta façon d'aimer au fur et à mesure de la vie? Sur ma façon d'aimer, bien sûr.
Ah là là, ça y est, tu poses des bonnes questions, je sens une artiste en toi. Je vais finir avec Attar. Hein. Donc, je vais finir avec Attar. Donc voilà, la conférence des oiseaux. Hein. Ah, vous le voyez en... Là, vous voyez, c'est quoi la conférence des oiseaux? C'est l'histoire de 30 000 oiseaux qui sont autant de fautes et de péchés humains. C'est une métaphore, bien sûr, qui sont sous le commandement d'une huppe, vous savez, cet oiseau, la huppe, qui a une huppe. Hein, voilà. On l'appelle huppe dans beaucoup de pays, doudout, huppe, oup, parce que son bruit, c'est oupoupop, oupoupop. Voilà, ce bruit d'oiseau. Et donc, ça a donné par onomatopée, dans presque toutes les langues, ce son huppe, hop, oup, voilà. D'ailleurs, c'est pas glorieux, mais le nom de salope vient vraisemblablement de cet oiseau, parce que c'est un oiseau où le nid est vraiment pas bon. Non seulement parce que les excréments ne sortent pas du nid, mais en plus parce qu'il y a une sorte de glande qui sécrète un produit qui sent très mauvais, et cet oiseau s'enduit de cette glande-là. Et donc, le mot salope lui-même viendrait de sal hop, H-O-2-P-E, et hop, c'est une particularité dialectale de huppe. Voilà, donc vous avez appris quelque chose de très passionnant, d'où vient le mot salope, voilà, sale huppe en fait. Voilà. Et le mot dupe d'ailleurs viendrait de huppe aussi. Et donc cette huppe, qui est par contre une sorte de maître soufi, va initier les oiseaux. Le but est de chercher le roi qui est le simorgue, le phénix on pourrait dire, hein, le roi des rois, l'oiseau des oiseaux. Et donc pour arriver au simorgue, les 30 000 oiseaux vont passer par cette épreuve initiatique. Évidemment, ils vont abandonner les uns à la suite des autres, prétextant à chaque fois des choses bêtes. Et il s'agit vraiment d'une métaphore d'un voyage initiatique. Voyez, et évidemment, la plupart abandonnent en chemin et ne peuvent pas arriver au bout du voyage. Et c'est ça, cette notion de voyage, qui est très importante dans le salut. Sal, plus loin, huppe, H-U-2-P-E. Et c'est cette métaphore du voyage qui est déjà, pour moi, l'essence même de la tumétique. Ce que je veux, en définissant l'ère de l'art tumétique, c'est montrer qu'en fait, on est proche d'une inspiration spirituelle. Je veux montrer qu'une œuvre d'art digne de ce nom est quelque chose qui nous remet dans la spiritualité et dans le voyage qu'est la vie, le voyage musical qu'est la vie. Voilà ce que j'appelle philharmonie. Phil, c'est aimer, poursuivre, chercher, être amateur, au sens noble du terme, aimer. Et puis harmonie, c'est évidemment la cohérence du monde à créer, évidemment. Donc philharmonie, c'est les amoureux de l'harmonie, les amoureux de la musique, les amoureux de la vie, de la philosophie et de la vie. C'est exactement ce que je vis en ce moment. J'essaie de faire la jonction entre la musique et la philosophie depuis maintenant un an, et d'autant plus que je vais créer mon label et sortir mes disques. Et les disques vont aller de l'orchestre philharmonique au rap, puisque je fais du rap aussi, et donc ça va être très très large, et donc tous les artistes d'Atalan vont nous rejoindre, et donc c'est une nouvelle aventure de conjuguer ce qui est très difficile en France, où on a toujours une casquette mais pas deux, conjuguer la philosophie et la musique, voilà, à un très haut niveau, autant que faire se peut, à un très haut niveau. Alors donc dans cette conférence, c'est un recueil de poèmes, avec des anecdotes, des contes. Il y a un maître, donc, la huppe, qui conduit ses élèves vers l'illumination. L'illumination, la transe, le voyage, qui est un mot qui résonne pour moi, et l'aboutissement du voyage, cette transe. Je vais juste vous citer un petit extrait, et on finira par ces mots. Je pense que c'est assez intéressant. Merci beaucoup, Géraldina, c'est vraiment sympa, vos messages, vous m'encouragez. Voilà, vers la lumière, hein. Écoutez bien, comme ça peut résonner de tout ce qu'on a vu. Je vais peut-être vous le montrer en même temps que je lis, ça ne sert à rien de voir mon visage en train de lire. Il est vrai, répondit la huppe, que les moulins à beau discours ne sont pas de nos bons amis. Dieu doit être dans ton esprit un perpétuel feu de joie. Ouvre-lui simplement ton âme, et tes peines s'effaceront comme la nuit, l'aube venue. Il n'est de bonheur que de lui, sous la coupole des deux mondes. Il est celui qui crée la vie. Comme la lune et les étoiles dansent pour lui
Danse avec lui, c'est très important. Pour lui, avec lui, parce qu'il est en toi. Qui d'autre pourrait, mieux que lui, combler ton âme minuscule, ô moins que rien qu'il aime tant. Magnifique texte, on va continuer un tout petit peu. Évidemment, il s'agit d'un panthéisme, hein. Il s'agit d'un Dieu qui est en fait le cosmos, hein. Il ne s'agit pas d'un Dieu personnel extérieur à l'individu, mais d'un Dieu intérieur, hein. C'est le propre du soufisme. Un derviche vécu autrefois sur un mont infesté de panthères. Incroyable mais vrai. Regardez l'illumination. Il tombait en extase, et si quelqu'un venait à cet instant précis, son visiteur époustouflé lui aussi se perdait en Dieu. Il advint que 20 jours durant, il connut cet état de grâce. 20 jours de l'aube au soir tombé, il dansa, ivre de merveille, en répétant, la tête au ciel, « Nous deux ne faisons qu'un, ô bien-aimé des mondes. Entre nous, rien, pas une étoile, pas un vivant, pas un cheveu, ô joie, ô pur ravissement. Immortel est celui dont le cœur bat sans cesse à l'unisson de Dieu. Donne-toi donc à lui. Il aime ses amis qui offrent tout de même, qui sent en lui la vie que dispense l'aimer, abandonne le monde et va libre de tout. Cette phrase est capitale pour comprendre le lien entre la musique et la vie. Qui sent en lui la vie que dispense l'aimer, abandonne le monde et va libre de tout. Emplis-toi donc de lui, que rien d'autre que lui, dans ta peau bien cousue, ne puisse trouver place. Voilà mes amis, nous allons ces belles paroles d'Attar dans la conférence des oiseaux. J'ai eu un grand plaisir d'initier quelque chose d'audacieux en vidéo live. Merci de votre présence. On aura bientôt un deuxième épisode. On ira encore plus loin dans les liens unissant la vie, l'art et la musique qui ne peut pas mourir. Soyez créateurs dans la semaine. Je vous demanderai dans l'épisode numéro 2 quelles sont les créations et les trans que vous avez vécues cette semaine. Vivez des trans cette semaine, s'il vous plaît. Ne méditez pas, ne faites pas du coloriage, ne faites pas du yoga. Entrez dans une transe créatrice où vous pourrez contempler le résultat extérieur à vous d'une création intérieure où la musique et la vie et l'émotion se sont conjuguées, se sont fiancées et ont fait des bébés. Merci mes amis, à bientôt.